Christian, je crois que ces choses-là, aujourd'hui, le bilan est fait par les Congolais. Et j'ai suivi d'ailleurs Romique de Marc de Bazar se plaindre de ce que aujourd'hui, quand vous allez chercher le carburant dans une station, avant qu'on ne vous serve, il faut que vous donniez 2500 au serveur. Et il dit que le pays est complètement foutu. Mais c'est le PCT et sa gouvernance qui l'ont amené à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'ils s'agrippent, parce qu'ils estiment que si les choses changent un jour, alors chacun d'eux aura des comptes à rendre. Mais ça, c'est pas à moi d'en Oui, décider. là, vous parlez Donc, voilà. du carburant à la pompe. On nous a aussi informé qu'au niveau de Pointe-Noire, comment ils appellent ça, les droits de conservation hein, des corps dans les morgues viennent d'augmenter de 5 000 à 7 000, je crois 500 francs, comme ça. Et je disais à celui qui m'informait, il dit, mais attends, on ne comprend pas. Plus il y a la crise, parce qu'on sait qu'au Congo, c'est plus de 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Pas d'eau, pas d'électricité, je l'ai dit tout à l'heure. Les salaires ne sont pas payés. On reviendra là-dessus, sur les hôpitaux qui ont fermé, qui ont chassé les malades. Et c'est dans ce contexte-là qu'on augmente encore les prix de conservation des corps dans les morgues, lorsqu'on sait que les Congolais sont devenus très, très pauvres. Et c'est là que j'emboîte. Bah, je reviens sur ce chapitre où je parlais de la gouvernance, parce que c'est le PCT qui le dit, hein, qui salue donc les efforts consentis par le président de la République et le gouvernement en faveur du pays. Et je posais la question de savoir, mais de quel effort on parle ici lorsque le pays manque d'eau, manque d'électricité, les routes sont délabrées, des immondices un peu partout dans la ville, les salaires ne sont pas payés, les hôpitaux ferment jusqu'à chasser les malades. C'est un crime en fait. Un crime en bande organisée. C'est ça la vérité. À Pointe-Noire, les hôpitaux sont fermés. Et on a vu le ministre, je ne sais pas si c'est le ministre de la Santé, qui est allé tenter un peu d'intimider pour demander à ses agents de reprendre le service. Mais après, il y a un autre aspect de problème qu'il faut voir. Ces agents peuvent reprendre le service. C'est tout normal. Parce qu'ils ont prêté serment, comme ils disent, hein, le serment d'Hippocrate. Ils peuvent reprendre le travail, mais dans les conditions où ils ne sont pas payés. Ils accumulent aujourd'hui des vingtaines de mois ou des dizaines de mois d'arriérés de salaire. Je me pose la question de savoir dans quel état se trouvent-ils lorsqu'ils sont devant les malades. Si ce n'est pas là un crime organisé, parce que lorsque vous mettez les agents, le personnel de santé dans cet état, dans ces conditions, mais c'est pour évidemment provoquer un taux de mortalité exponentielle. Et c'est ce qu'on est en train de vivre au Congo-Brazzaville. Et on dit, ben Mais voilà, le Christian, PCT salue cet effort-là. Quand on a conduit le pays au point même de l'inscrire sur la liste noire des pays terroristes. J'ai l'impression que le PCT a un problème. Apparemment, ils ne vivent pas dans le même pays que les Congolais. mais Christian, mais les efforts, c'est quoi? Mais c'est l'enrichissement d'une petite minorité de la population congolaise. C'est l'enrichissement du clan familial. C'est l'enrichissement. Mais tout le monde le sait, Christian. Est-ce que on peut se retrouver dans un pays avec ce que tu viens de décrire et laisser les voleurs, les responsables des scandaleux crimes économiques libres sans rechercher à récupérer cet argent pour régler les problèmes des populations? Et on rejoint ce que le président de Donald Trump a dit. Une fois élu, mais on maltraite les populations. Ce qui importe, c'est sa famille, ce qui importe, et après on vient faire les discours qu'on est pour la paix. Mais pourquoi on ne veut pas quitter le pouvoir? Pourquoi on ne veut pas quitter le pouvoir? Mais parce qu'on n'a pas la conscience tranquille, Christian. Parce que dans cette affaire, il y a une question de morale, il y a une question d'éthique, il y a une question de dignité. Et je vais te dire, parce que c'est le point suivant que j'allais aborder. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et je vais être clair pour ce qui concerne le président de la République. Le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine. Contrairement à ce que Thierry Mungale est parti raconter à Paris, que c'est les déclarations. Depuis que j'ai introduit le recours à la Cour constitutionnelle, où on m'a donné raison et où on a demandé que la loi soit amendée, la loi a été amendée, il n'y a plus.
de déclaration de patrimoine. À l'issue du dernier remaniement de janvier 2025 qui a été fait, plus aucun ministre, même le nouveau ministre des Finances, je ne sais pas si Mabundu est nouveau ou quoi, ils n'ont pas fait de déclaration de patrimoine. Donc, ils sont en fait dans le déni de la vérité. Et ils profitent des tribunes parce que leur problème, c'est dire que Sassou sera réélu. Mais le problème, c'est eux que ça intéresse. Les Congolais disent, nous ne voulons plus que Sassou soit réélu parce que nous souffrons trop. Et tant qu'il sera là, nous serons dans la misère et dans la souffrance. Et eux, ils veulent monter un système d'organisation d'élection pour dire qu'il a été reconduit, que les Congolais l'aiment. Mais son propre fils a dit qu'il ne travaille pas bien, que les Congolais ne l'aiment pas. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'avoir choisi R7 et bienvenue dans ce spécial réaction de Clément Mirassa sur les notes rapportées dans un article de Congo Média sous la plume de Jean-Eudes Ganga Mikembi qui a couvert certainement la session du conseil du comité du Parti congolais du travail tenue le samedi 21 juin 2025 à Brazzaville. Dans cet article, nous allons nous pencher essentiellement sur les lignes qui portent évidemment sur vous. Clément Mirassa, bonjour Clément. Bonjour, Christian. Merci de l'occasion qui m'est offerte pour éclairer l'opinion sur un certain nombre de choses. Merci. Merci donc d'être avec nous sur R7. Clément Mirassa, vous êtes ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, économiste, statisticien, président du parti PSDC. En tout cas, merci d'avoir donc répondu à cette invitation. Alors, le PCT, sans bien sûr avoir le courage de citer votre nom, a dû rapporter, parce que ici c'est un article, comme je l'ai dit, hein, sous la plume du journaliste Jean-Eudes Ganga Mikembi. Et donc, je disais, sans citer nommément votre nom, mais la description du politique dont il s'agit dans cet article se rapporte parfaitement sur vous. Alors, permettez-moi d'en faire une première lecture. En effet, dans la première séquence, le texte, donc ici, c'est l'article, hein, indique qu'au moment où notre pays s'organise pour l'élection présidentielle de mars 2026, dans la paix, la quiétude et la concorde nationale, les fauteurs de troubles, les marchands d'illusions, ceux-là même qui ont été à l'origine de la guerre du 5 juin 1997 s'érigent en donneurs de leçons, menacent de déterrer la hache de guerre afin de déchirer le tissu social, oublions même que ces méthodes ont été bannies par la Conférence nationale souveraine et appartiennent à un passé à jamais révolu. Un opposant ayant demandé pardon au peuple récemment n'a pas ménagé, bien sûr son langage, c'est ce qui est rapporté ici, mais je m'arrête d'abord à ce niveau-là. Les fauteurs de troubles, les marchands d'illusions, ceux-là même qui ont été à l'origine de la guerre du 5 juin 1997. C'est lesquels finalement? Puisqu'après, en bas du texte, on décrit finalement Clément Mirassa, visiblement. Tout à l'heure, on va le comprendre. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui étaient à l'origine de la guerre du 5 juin, c'est ça? Christian, merci bien pour cette opportunité qui m'est offerte. Je dis que c'est très triste pour le Congo. C'est très triste pour un parti qui se dit grand et glorieux, mais qui l'est que par la tricherie, par la fraude, par la terreur qui s'impose et qui a bâti sa gouvernance sur le vol, le détournement des deniers publics, etc. Et moi, je suis très heureux que cette occasion me soit donnée. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, vous avez suivi sur un audio un compatriote qui s'est exprimé en disant que Clément Mirassa allait chercher de l'argent chez Sassou, je ne sais où. Et aujourd'hui, c'est le PCT lui-même qui sort, etc. Mais Christian, il faut remettre ce qui est
qui est à l'envers, à l'endroit. Comme qui dirait, le loup Il- sort du bois alors. Bon, mais qui ne sait pas que ça soit revenu au pouvoir par des armes à cause de cette guerre dite du 5 juin 1997? Qui ne sait pas, notamment parmi les hommes politiques de ma génération, que ça a commencé par une affaire de Tipo Yaouando. Moi, j'étais à Ouando, moi. J'avais une raison d'être à Ouando. Ça a commencé par une affaire de Tipo Yaouando. Et c'est arrivé à Brazzaville. En quoi Mirassa est auteur de ce qui s'est passé? Mais le président Chirac a déclaré clairement en Angola qu'il a soutenu Denis Sassou Nguesso pour que Sassou Nguesso revienne au pouvoir et qu'il remette de l'ordre. Il s'agit de voir près de 30 ans après si Sassou Nguesso a remis de l'ordre. Pourquoi on peut, à ce niveau, avoir ce comportement? Ce n'est pas du tout sérieux. Maintenant, on parle de fauteuil de troupe. Oui, Mais mais je ce n'est pas rappelle, du tout sérieux, Clément Mirassa, vous allez m'en excuser. Je préfère proposer à nos téléspectateurs qui nous suivent. Et c'est vrai que c'est un extrait qu'on a beaucoup aussi proposé hein, pendant nos émissions, mais vous savez que nous utilisons les réseaux sociaux et donc ceux qui nous avaient suivis ne sont pas forcément ceux qui nous suivent aujourd'hui. Je vais donc leur proposer cet extrait où Jacques Chirac se vantait d'ailleurs du coup d'État militaire qui avait eu lieu au Congo-Brazzaville en 1997. On le suit, il était en Angola au cours, je crois, d'une conférence de presse. Écoutez. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et que il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Ceux qui comprennent, je crois qu'au Congo, il n'y a plus de naïfs, hein, tout le monde comprend donc, qui Christian, était. oui, mais il faut que les choses soient claires. Je ne citerai qu'une séquence, celle du 4 novembre 2014, où, après avoir eu l'assurance d'un haut responsable de la police pour que je tienne l'activité, j'ai été agressé par la force publique à travers le BCIR et le GRB, qui étaient rentrés chez moi pour attenter à ma vie et qui ont fini par piller ma maison. Nous étions en train de nous réunir calmement. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont fait un passage en force, ils ont bousculé le portail, ils ont commencé à taper les éléments que nous avions mis au portail. Et quand ils sont rentrés, parce qu'ils étaient assez nombreux, ils se sont éparpillés et ils se sont mis à taper tous les gens qui prenaient part à la réunion. Ils ont lancé, je crois, des bombes lacrymogènes, tous ces outils, et ils ont commencé à saccager la gazelle, mon bureau, taper les gens, prendre 10 tonnes d'argent, les portables, etc. Et après, ils ont dit qu'il fallait piller ma maison, et c'est là qu'ils sont rentrés pour saccager, etc. Ça, c'est des vêtements repassés, ils ont fait tomber, ils ont pris d'autres, ils ont emmené. Là, je vais mettre plus. Alors, la violence, elle est de quel côté? Alors, je suis surpris quand j'entends les amis du PCT dire que nous voulons déterrer la hache de guerre. C'est eux qui déterrent la hache de guerre. Je ne suis pas dans les armes. Et je l'ai toujours dit, je ne suis pas dans les armes. Je suis dans la démocratie, dans le débat d'idées, et je mets tout en œuvre pour qu'on avance et qu'on puisse aller de l'avant. Alors, quand on parle de déterrer la rage de guerre, Christian, il faut que les amis du PCT sachent. Les Congolais ont encore frais comme souvenir la disparition de plus de 350 Congolais considérés comme disparus du beach.
Ils ont à l'esprit qu'il y a eu un procès et que ce procès a conclu à des crimes sans auteur. Vous vous rendez compte? Mais les Nations Unies ont demandé au gouvernement de continuer à poursuivre l'enquête pour établir la vérité. Où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'ils en sont? Lorsqu'on parle de ce qui s'est passé le 4 novembre 2012, comme explosion d'un Mpila, où est la responsabilité de Clément Mirassa? Ce qui s'est passé dans le pool. Lorsque nous avons brûlé le département du Poul, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons protéger notre pouvoir. Avec le bilan que nous connaissons, mais Christian, ce qui s'est passé aussi à Ikonongo, c'est l'ancien président de la République, Joachim Yongi Opango, qui l'affirmait qu'il y a eu génocide à Ikonongo, que je propose d'ailleurs à nos téléspectateurs. Suivez. Je dis simplement qu'on a tiré sur la population de Owando. Même quand Anga a quitté Owando, on a continué. Les gens sont morts jusqu'au matin, Anga était déjà parti. On a continué à tirer le 5. Anga n'était déjà plus là. Donc on ne peut pas me dire ici que c'était pour rechercher Anga. Tout comme on ne peut pas dire on est allé à Ikongono parce que pour qui connaît Ikongono, Anga était à pied. Ikongono est à peu près à 35 km de Owando. Pour quelqu'un qui est à pied, qui va en pleine brousse, Anga ne devait pas mettre en se cachant moins de 2 jours pour atteindre son maquis. Donc on ne me dira pas que le jour d'après, on était à Ikongono, on a évacué la population. Je dis, encore une fois, qu'on a tiré sur la population et le lendemain, quand il a s'agi de rechercher les armes, on a cassé les maisons, on a tout cassé à l'intérieur, on a pillé. Ça aussi, ça s'est passé. Le 4 septembre 1987 à 17h30, voire 18h, Anga et ses parents gagnèrent le maquis et y séjournèrent jusqu'au 4 juillet 1988. Pendant ce temps, l'inqualifiable se déroula tant à Owando que dans les villages environnants. Traque de tous les parents d'Anga et de tous ceux qui de près ou de loin l'avaient approché. Tous les procédés de torture étaient expérimentés et appliqués sur les populations par le lieutenant Boubeka Zakari, actuellement capitaine à la sécurité d'État. Les sergents-chefs Akwala André, Pio Sébastien et bien d'autres encore. Aucun vieux de Owando ne peut ignorer peut-être le nom Boubeka, mais Zakari, c'est vraiment le nom tristement célèbre. Des assassinats, des viols, des contraintes à l'inceste, des déportations et des emprisonnements massifs des populations. Tout ce que je dis ici, je le résume et vous y trouverez les détails dans le mémoire de la famille, un document de 38 pages que nous avons bien mis à la disposition de la conférence nationale. Monseigneur, messieurs du Présidium, mesdames et messieurs les conférenciers,
aucune distinction d'âge et de sexe n'était faite. Jeunes, enfants, jeunes, vieux, vieillards devaient y passer. Voilà, ça c'était à Ikonongo, mais on n'oublie pas non plus les crimes, hein, c'est-à-dire les jeunes qui ont été massacrés le 20 octobre 2015 lors de la campagne référendaire à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Tout ça, c'est à l'actif du Parti congolais du travail. Automne 2015, printemps 2016. Le Congo est secoué par des manifestations contre un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. L'opposition manifeste contre le référendum visant à modifier la Constitution et son résultat, puis contre la réélection du chef de l'État en mars 2016. Des rassemblements réprimés dans la violence un peu partout dans le pays, comme à Nkayi le 14 mai 2016. Ce jour-là, un jeune homme de 22 ans, Jodel Vumbi, rentre chez lui à pied. 8 ans plus tard, on le retrouve à son domicile. Allongé sur le ventre à même le sol, Jodel est devenu infirme. Touché par balle à la colonne vertébrale, il ne peut plus marcher et vit couché, à la charge de sa famille, sans suivi médical adéquat. J'avais des projets qui étaient en terminale, je faisais mon bac, j'avais mon projet donc. Et un jour, tous ces projets-là est remis en question. Au début, tu es en colère, tu te dis pourquoi moi, tout et tout, et puis le temps passe, tu te dis bon, c'est arrivé, donc je dois vivre ainsi. Et je vis comme ça. Une réalité extrêmement difficile à vivre pour le jeune homme et pour son père, Joël Vumbi. Responsable local de la campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, il est aujourd'hui à la retraite. On le retrouve à la projection d'un documentaire sur les victimes du référendum de 2015 organisé dans la ville. C'est un devoir pour moi d'être là, pour venir revendiquer justice pour toutes les victimes de cette crise politico-militaire, il faut l'appeler comme ça. C'est un long processus parti de 2015 jusqu'en 2016, jusqu'en 2017. Cela fait 6 ans que l'ONG, le Centre d'action pour le développement, se déplace à travers le pays pour sensibiliser sur les événements des années 2015 à 2017 et réclamer justice. À ce jour, le nombre exact de victimes civiles reste inconnu. Les autorités font état de 4 morts et 10 blessés par balle, dont 3 membres des forces de l'ordre. La société civile, elle, parle d'une 60aine de morts et plusieurs blessés graves. Aucune enquête n'a été menée en dépit des demandes répétées des organisations de défense des droits humains. Il est de la responsabilité d'un État de rendre justice à ses citoyens lorsque l'État a été fautif. Manifester n'est jamais un crime. En 2018, l'État congolais s'était engagé auprès de l'ONU à mettre en place une commission d'enquête indépendante. Une promesse qui reste à ce jour non tenue. C'est bien de rappeler tout ça parce qu'on a l'impression que le PCT croit que tout le monde a oublié et que voilà, les Congolais seraient naïfs. Mais je dois dire, Christian, je dois dire, Christian, que je me suis battu lors de cette guerre dite du 5 juin pour me retrouver à l'extérieur. Et c'est pour ça que la dernière fois, j'ai tenu à rappeler que j'avais rencontré pour la dernière fois en face à face le président Sassou à Libreville en septembre 1997. Je n'étais pas sur le territoire national, donc je ne pouvais pas être l'auteur, etc. Mais les auteurs, ils se connaissent, ils sont connus, et ça a donné lieu pratiquement à ce que nous vivons maintenant. Donc, je tiens à attirer l'attention des téléspectateurs. On parle de marchands d'illusions, mais il n'y a pas plus gros marchand d'illusions que le PCT qui a trompé les Congolais et ils ont chassé le président démocratiquement élu Pascal Lissouba en espérant amener une bonne gouvernance. Mais ils ont amené le pays à la ruine. Ils ont critiqué la gestion du président Lissouba, mais ils ont fait 1000 fois pire que le président Lissouba. Et il faut qu'ils le reconnaissent. Alors, au lieu de s'amender, de chercher, mais ils cherchent des boucs émissaires. Mais Mirassa n'est pas votre bouc émissaire. Vous savez comment vous êtes revenu au pouvoir. Ça n'a pas permis à Mirassa de voler, de s'enrichir, d'avoir des milliards dans les comptes des paradis fiscaux. Et vous savez pourquoi vous en êtes arrivé là. Donc, Christian, je crois qu'il faut
On ne peut pas parler de paix et être dans le mensonge, surtout quand il s'agit de ceux qui disent. On ne peut pas penser ici, parce que enfin, on peut toujours se le permettre, hein. Est-ce que le PCT peut-être croit que les Congolais ont oublié, surtout qu'il y a eu plusieurs autres générations qui sont arrivées, je crois 2 ou 3 Mais générations, Christian, depuis qu'ils sont revenus, Christian, et ils se disent qu'ils peuvent continuer, voilà, à Christian, répondre. je rappelle que Marien Ngouabi, qui était président de la République de ce pays, est le président fondateur du Parti congolais du travail. Lorsqu'il a été assassiné le 18 mars 1977, la version officielle disait qu'on avait tiré et qu'il était mort, l'arme à la main. Mais quand nous sommes partis à la conférence nationale, on a découvert quoi? On a découvert qu'on lui avait coupé la carotide. Et pourquoi? Depuis longtemps, les partis congolais du travail ne s'occupent pas d'établir la vérité sur la mort de leur président fondateur. Il y a une autre vérité que je vais leur établir. Tous les Congolais savent que le président Massamba Deba a été enlevé de chez lui le 18 mars 1977. Et on n'a plus jamais eu de nouvelles. On a suivi les témoignages des Kondi Akala. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où sont les restes du président Alphonse Massamba Deba. Mais il faut que ses frères prennent l'option de s'amender et de changer radicalement pour qu'on aille vers une vision qui permette de vivre. Oui, mais il faut peut-être... Il faut aussi rappeler, je crois, à ces partisans, j'allais dire, les membres du Parti congolais du travail, et qui semblent prendre des Congolais pour des naïfs, qu'il existe encore, hein, et puis vous pouvez retrouver l'article, que je dis, la note, c'est un acte, voilà, de la conférence nationale, l'acte 284 de la conférence nationale, qui rend Denis Sassou Nguesso responsable de tous les crimes allant du 18 mars 1977 au 2 avril 1977. Donc tous les crimes qui ont eu lieu pendant cette période, donc l'assassinat du président Marien Ngouabi, on a cité ici Alphonse Massamba Deba, donc le corps ou la dépouille n'a jamais été rendu à sa famille, le cardinal Émile Biaïna et tous les Congolais, des innocents qui ont été exécutés pendant cette période, c'est de la responsabilité de Denis Sassou Nguesso. Il n'a jamais répondu devant la justice, donc les gens ne peuvent pas continuer à revenir pour tenter un peu de se disculper. Mais moi, je vais proposer donc à nos téléspectateurs, toujours, parce que évidemment, il faut parler avec les images et les extraits, c'est Jean-François Probst qui parle de Denis Sassou Nguesso, arrivé à Paris, qui n'avait même plus l'intention de rentrer au Congo-Brazzaville. Comment ils l'ont utilisé pour finalement venir commettre au Congo, faire le coup d'État militaire, pour que les gens se rendent compte, parce que longtemps on nous a fait croire qu'on est allé déranger quelqu'un dans son sommeil, alors que les choses étaient préparées depuis la France, et ceux qui ont préparé ce coup d'État en parlent eux-mêmes. On écoute Jean-François. Mais avant ça, Christian, avant que tu ne balances les dés, je suis heureux que tu parles d'un acte de la conférence nationale. Et ce n'est pas Clément Mirassa, c'est un acte de la conférence nationale. Et la conférence nationale avait réuni tout ce que le Congo avait d'aéropage politique. Maintenant, tu peux passer ton niveau. Voilà, donc on va suivre Jean-François Probst. Vous avez ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. Moi, j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi, j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé, d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan, d'une création d'une route qui irait de Pointe-Noire, la capitale économique, à Brazza, etc., etc.
Tout ça, malheureusement, après 2 guerres civiles, 97, a contribué à l'arrivée de Sassou Mpila au pouvoir. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap. Tassoua, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il parte. Donc, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou, et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Voilà, alors Clément Mirassa, je crois que sur le coup d'État du 5 juin 1997, les choses sont claires, assez documentées. Il suffit de lire les articles, ça existe, allez-y, comme on appelle ça sur Canard enchaîné, vous avez des articles, il y en a plein, et on ne peut pas continuer à venir distraire les Congolais. Et puis on parle de déterrer la hache de guerre. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on revient. Depuis un certain moment, le Parti congolais du travail revient toujours sur cette expression déterrer la hache de guerre. Qui déterre finalement la hache de guerre au Congo-Brazzaville? Parce que tout à l'heure, en plus, vous avez parlé de la guerre du 5 juin, mais là encore, il faut renommer les choses, il faut bien nommer les choses, parce que mal nommer les choses, c'est ajouter le malheur dans le monde. Ce fut un coup d'État militaire, et non une guerre. La guerre, c'est 2 armées qui s'affrontent, ou comme on a toujours passé cela comme étant une guerre civile. Non, ça n'a jamais été une guerre civile. Il n'y a jamais eu des ethnies qui se sont affrontées. Non, c'est faux. C'est quelqu'un qui est venu faire un coup d'État militaire et qui s'est retrouvé face à l'armée régulière et d'autres Congolais qui ont résisté, qui ont tenté de résister. C'était donc un coup d'État militaire. Alors, Clément Mirassa, on va donc continuer. Je crois que c'est clair à ce niveau-là. Si le Parti congolais du travail pense que les Congolais sont naïfs, jusqu'à leur faire voilà, avaler des couleuvres qui n'ont d'intérêt que pour, évidemment, chercher à conduire encore le Congo vers des violences. Peut-être qu'ils ont encore ce projet, qui sait. Passons à la suite donc du texte. Voici ce que dit le texte. Sans nommer, la déclaration cible aussi un opposant qui, dit-elle, donc cette déclaration, a récemment demandé pardon au peuple congolais. Quelle valeur donner au geste pathétique d'un pseudo-opposant congolais qui s'est mis à genoux, implorant le pardon du peuple congolais pour ne pas avoir répondu à ses attentes au moment opportun. Alors, vous voyez que là, on revient sur votre geste la fois dernière. Je vais vous poser la question sur ce qu'il voulait dire concrètement. Vous vous êtes expliqué, mais apparemment, le PCT ou les membres du Parti congolais du travail n'ont pas apprécié cela. Christian, pose-toi la question. Pourquoi dans ce pays, on ne va pas à la réconciliation nationale? Je ne suis ni dans les vols, ni dans les détournements, ni dans les crimes de sang. Donc, je ne suis dans aucun crime économique et financier. Je ne suis dans aucun crime de sang. Et le fait que j'ai demandé pardon m'a permis de constater que ça a gêné, ça a bousculé ceux qui n'ont pas la conscience tranquille pour avoir posé des mauvais actes, que ce soit en termes de crimes économiques et financiers ou bien en crimes de sang. Je ne m'y reconnais pas. Maintenant, j'ai justifié et je suis prêt à justifier. Je suis très heureux d'ailleurs d'avoir posé cet acte après les messages d'encouragement que j'ai reçus, après le fait que j'ai fait la preuve de ce qu'on peut faire la politique et avoir un peu d'humilité. C'est ce qui manque à nos dirigeants. Et on ne peut pas faire du mal. Et vous avez vu la déclaration du président Trump. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut plus que les présidents africains aillent se soigner aux États-Unis, tout ça, parce qu'il a dit, ce sont des gens qui, une fois élus par leur peuple, se mettent à piller leur pays pour acheter, construire des villas aux États-Unis et autres, et maltraiter leur peuple. Donc, même à l'extérieur, c'est connu que les gouvernants maltraitent leur peuple, et je ne suis pas du tout dans... Donc, si le geste que j'ai fait a gêné
les acteurs politiques, les amis du PCT. Je crois que lorsqu'on regarde tous les crimes de sang qu'il y a eu dans ce pays, je me rappelle que le président Sassou avait écrit un livre après une brochure, après la conférence nationale, j'assume. Je crois que lorsqu'on a posé un tel acte, il faut maintenant aller à demander pardon aux Congolais parce qu'il y a trop d'actes odieux qui ont été posés dans ce pays. Voilà, Christian. Alors évidemment, sur cet élément, je vais également proposer à nos téléspectateurs un reportage des politiques français et d'ailleurs qui ont, en leur temps, bien sûr, demandé pardon pour des raisons multiples. Suivez. Il y a d'abord l'excuse sans détour façon Alain Juppé. L'ancien Premier ministre avoue s'être trompé en augmentant les impôts en 1995. J'ai fait une bêtise. J'ai essayé de la corriger, je n'y suis pas arrivé. J'ai fait une bêtise et vous voyez, le propre de l'âge ou de l'expérience, c'est qu'on ne refait pas les mêmes bêtises deux fois. 12 ans plus tôt, Lionel Jospin, alors Premier ministre, reconnaît ses erreurs en matière de sécurité. Si on fait reculer le chômage, on va faire reculer la sécurité. Autre catégorie d'excuses, le mea culpa alambiqué. Celui par exemple de Dominique de Villepin sur le CPE, le contrat première embauche. Donc j'ai voulu agir. J'aurais dû faire comme tout le font les bons politiques. C'est-à-dire que j'aurais dû ne rien faire. Ah bon ? J'aurais dû ne rien faire. Enfin, il y a les excuses après une erreur de comportement. Emmanuel Macron, par exemple, quand il regrette d'avoir utilisé le terme illettré à propos des employés de l'entreprise GAP. Le premier regret, c'est pour les propos que j'ai tenus ce matin, si j'ai blessé et parce que j'ai blessé des salariés. Et c'est inacceptable et ça n'est pas ce que je voulais faire. Même contrition a posteriori de Nicolas Sarkozy reconnaissant une erreur de langage quand il répond par une injure à un détracteur. Je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens, en prenant pas la bonne expression. Et si c'était à faire, je ne le referais pas. Plus récemment, François Fillon admet qu'il n'aurait pas dû employer son épouse. C'était une erreur. Et je présente mes excuses aux Français. Dans le monde anglo-saxon, les excuses sont une tradition. Tony Blair a par exemple admis que son soutien à la guerre en Irak était une erreur. Voilà, comme quoi demander pardon, c'est ce qu'il y a de plus humain. Voilà, il n'y a qu'un humain qui peut évidemment demander pardon. Et c'est ici le cas de constater que finalement, les partisans ou je sais pas moi, les membres du Parti congolais du travail ont perdu, comment appeler ça, le côté humain en fait. De sorte que même un pardon les gêne, voilà. Ils trouvent que c'est extraordinaire et ils ne comprennent pas comment un politique peut demander pardon. Christian, ce n'est pas dans la mentalité des hommes politiques congolais. Mais au moins, ils ont conscience qu'ils font mal aux Congolais. Ils ont conscience qu'ils font souffrir les Congolais. Mais pour moi qui prie, je dis qu'ils ont la dureté des cœurs. Ils ont des cœurs durs. Mais moi, je n'ai pas un cœur dur. Et comme c'est vrai que le Congo est un État laïque, je suis catholique, et là où je suis, la confession, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et lorsqu'on se reconnaît, en fait, la confession telle qu'on l'a fait dans l'optique d'un catholique, c'est de reconnaître le mal qu'on a fait et de prendre l'engagement de ne plus le faire. Évidemment, le péché nous guette chaque jour, mais il faut qu'on fasse l'effort d'en sortir. Et je crois que ce sens doit être perçu par la plupart des acteurs politiques congolais. Alors, l'article poursuit. Je fais encore la lecture d'un autre extrait de cet article de Congo Média. Pour mémoire, ça c'est l'article qui dit, hein, pour mémoire, rappelons que ce citoyen, donc vous, Clément Mirassa, a été co-gestionnaire pour avoir été lui-même ministre du Commerce dans ce pays et conseiller d'un éminent ministre de l'économie et des finances, donc comptable de la gestion de notre pays. Bon, ici, moi, je n'ai pas compris. Lorsqu'ils disent que vous êtes co-gestionnaire, encore que co-gestionnaire, vous avez été ministre, c'est tout normal. On est ministre pour servir la République, donc ça ne devait gêner personne. Mais pourquoi est-ce qu'il rappelle que vous êtes co-gestionnaire et donc comptable de la gestion de notre pays? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Non, Christian, je vais d'abord bien situer les choses. J'ai été ministre du Commerce
et de la consommation et des approvisionnements dans le gouvernement de transition d'André Milongo. Et je pense que nous avons, au niveau de ce gouvernement, fait un travail sérieux, puisque l'une des références, c'est que c'est ce gouvernement qui a organisé la seule élection libre, démocratique et transparente dans ce pays. Je ne vois pas ce que j'ai posé comme acte, Christian. Pourquoi? Et c'est pour ça que la mauvaise gouvernance se poursuit, les amis du PCT. J'ai été ministre du Commerce, j'ai dû poser des actes. Mais s'il y avait des actes qu'on devait me reprocher pour lesquels je devais passer en justice, il fallait que je passe en justice. Je ne crois pas que c'est une question d'impunité. Et Christian, je préfère te dire que les gens du PCT le sachent. Je sais qu'ils ont fouiné partout où je suis passé dans les administrations pour essayer de me trouver des poux et me coincer parce que je les mets à nu, Christian, je les mets à nu. Et aujourd'hui, ils sont fâchés parce que les grands angles, le droit des savoirs, etc., toutes ces émissions ont permis que les Congolais comprennent. On n'a pas tout compris, mais les Congolais comprennent déjà un certain nombre de choses. C'est pour ça que tu avais eu un coup de fil où on te disait que fallait pas que tu aies la responsabilité de la mort. Oui, voilà. Ce sont eux qui sont dans la logique du sang. Tout à l'heure, on va en venir en ce qui concerne la sécurité. Maintenant, j'ai été ministre de la République. Je crois que j'ai servi l'État. Si j'avais posé un acte, mais il faut que les organes de l'État fassent le travail. Je suis en retraite depuis plus de 15 ans. Et s'ils n'ont pas pu exploiter ces dossiers pendant que j'étais en fonction, parce que ministre du Commerce, c'est 91-92, hein, Christian. Donc, il y a plus de 30 ans. Si depuis 30 ans, ils n'ont pas pu établir des faits qu'on me reproche, moi, je ne comprends rien. Maintenant, sur les autres aspects, j'ai été conseiller d'un ministre. Mais ça veut dire quoi? Conseiller d'un éminent ministre de l'économie. Eh oui, je reviens. Le PCT et Denis Sassou Nguesso ont lamentablement échoué. Ils ont conduit le pays à la ruine et aujourd'hui, aucun Congolais n'en doute. Les choses sont claires. Elles sont clairement établies. Mais d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso lui-même, mais en mars 2024, il a reconnu le verre est dans le fruit. Mais vous avez vu comment Thierry Mungala à Paris a eu du mal avec les journalistes à s'en sortir. Le verre est dans le fruit. Il nous faut le détruire. Hein? Il nous faut absolument le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. La conclusion que nous tirons maintenant au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le verre dans le fruit. Il y a effectivement le verre dans le fruit. C'est Clément Nyerassa, le verre dans le fruit. Mais c'est eux-mêmes. C'est eux qui volent, c'est eux qui détournent, c'est eux qui... Donc, Christian, ils n'ont qu'à mettre... Oui, mais donc, quand ils disent que vous êtes comptable de la gestion de notre pays, à quoi faut-il penser? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Que vous êtes aussi comptable de l'échec d'aujourd'hui, c'est ça? Ah non, je ne suis pas du tout comptable. Non, ça, évidemment. Non, ça c'est moi qui pose la question parce que je ne l'ai pas vu à la suite de la phrase. Ça s'arrête, vous êtes donc comptable de la gestion de notre pays. Donc voilà, apparemment on n'avait rien à dire à ce niveau-là. Ils cherchent des boucs émissaires. Ce sont eux qui sont dans les biens mal acquis. Ce sont eux qui ont acquis des patrimoines immobiliers dans tous les pays du monde, à Dubaï. D'ailleurs, au Canada, il y en a beaucoup qui sont déjà vendus. Le président Donald Trump a dit qu'il va saisir ce qui est aux États. Mais ce sont eux qui ont les larmes maintenant. Parce qu'ils croyaient tromper les Congolais en espérant aller dissimuler l'argent et enfoncer les Congolais dans la misère. Maintenant, ils sont rattrapés. Et beaucoup d'entre eux, je suis sûr, n'en dorment pas parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait du tort au Congo pour rien et que l'argent, ils n'en profiteront peut-être jamais, peut-être pas aussi. Voilà, donc vous rappeliez tout à l'heure que vous avez été ministre du Commerce sous André Milongo, que les Congolais d'ailleurs reconnaissent l'orthodoxie financière. C'est la moindre des choses. Non, mais j'ajoute, Christian, j'ai été ministre du développement industriel, de l'artisanat et de la pêche sous le président Pascal Lissouba. Oui. Et j'ai toujours dit, j'ai eu une excellente collaboration avec le président Pascal Lissouba et le premier ministre d'Acosta. Les choses se sont bien passées et je suis parti de là. Les reproches ne m'ont pas été faits. Maintenant, mais sachez que sous le président Lissouba ou sous Milongo, l'impunité n'avait pas atteint le niveau
qu'elle atteint aujourd'hui. Et aujourd'hui, les choses sont Ah, donc, terriblement... puisque vous avez été ministre du Développement industriel sous Pascal Lissouba, c'est là où ils disent ceux-là même qui ont été à l'origine de la guerre du 5 juin comme pour accuser Pascal Lissouba, c'est ça. Alors que tout le monde sait que Ah non, c'est Denis non, Sassou non, Nguesso qui a Christian. fait le coup d'État, oui. Le gouvernement de Pascal Lissouba, c'est en décembre 92, après la crise avec le Premier ministre Bongo Nwara. Mais quand ça se passe en 97 et tout ça, je n'ai aucune fonction, je ne travaille dans aucune structure administrative, ministérielle ou autre. Quand la guerre se déclenche, je ne suis dans aucune position de travail ici dans ce pays. Voilà. Donc, il faut qu'ils le sachent. Mais il faut qu'ils acceptent leurs responsabilités et surtout le mal qu'ils ont fait à ce pays. Je crois que c'est extrêmement important. Alors, il y a également un autre extrait qui va Mais j'ai un intervenir. commentaire général à faire. Oui, oui. J'ai un commentaire général à faire. Il faut le faire peut-être maintenant, on ne sait jamais. Oui, je le fais maintenant. Je le fais maintenant. Parce que ça va être un peu long. Je suis attristé quand je vois un parti qui se dit grand et glorieux, vouloir semer de la diversion après qu'ils aient plongé le pays dans la situation que nous connaissons. Et je suis triste, pourquoi? Le pays va mal, très mal. Au lieu de s'occuper de ce qui a plongé le pays dans la crise, de voir comment en sortir, on veut créer la diversion en essayant de chercher des boucs émissaires. Et moi, je vais donner aux téléspectateurs un certain nombre de repères. Christian, au moment où ils font cette émission, ils ne savent pas qu'est devenue la Djibouti. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas vu les images de la Djibouti. Ils ne savent pas que la Djibouti a été enlevée par des hommes armés chez lui et qu'il a été retrouvé je ne sais pas combien de jours et que la Djibouti, même s'il est en situation difficile aujourd'hui entre la vie et la mort, il a eu le temps de déclarer les tortures qu'il a subies alors que c'est interdit par la Constitution. On lui a inoculé du poison puisque là où il est, d'après ce qu'on suit dans les vidéos... Et le certificat médical l'a attesté, ça on peut le dire. Et le mal vient d'où, Christian? Du PCT ou de Clément Mirassa? C'est Clément Mirassa qui a fait. Je passe au deuxième fait. Oui, mais pendant que vous parlez des tortures, pour que les gens ne pensent pas que c'est seulement les politiques, il y a des jeunes qui sont torturés à longueur de journée au Congo-Brazzaville. Les mamans se plaignent. Il y a des vidéos qui existent actuellement. Comment la police est en train. Ben voilà, la torture est systématique au Congo-Brazzaville et c'est sous le Parti congolais du travail. Idiver Moani révèle comment le PCT, le régime PCT, a œuvré sous Lissouba pour l'empêcher de diriger ou de gouverner. Ils ont créé de la terreur. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir Lissouba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Donc, mais oui. Il faut le lui rappeler, puis le vieux a tendance à oublier. Dit que ce sont des acteurs, mais ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas aussi affaiblis. Ils ne sont pas aussi mis hors de cause. Mais c'est des gens qui observent et qui respectent le président. Mais attention, attention. Peut-être, hein, lui croit peut-être avoir mis ses parents, mais ils n'ont pas l'expérience de la guerre. On avait eu un petit test ici le 4 avril 2016. On a compris qui est qui. Donc, c'était un petit test. C'était un petit test. Ils étaient dans les véhicules blindés, mais ils ont vu un acteur en première ligne, chassant, tuant les ninjas. Ils ont vu ça.
Voilà, donc on n'est pas fini, mais on respecte. Et les armes qu'il a par rapport à sa fonction, il doit faire très attention parce que beaucoup de gens en ont. On a aussi des forces en attente, dormantes. Hein? C'était juste pour illustrer un certain nombre de choses, oui. Clément Mirassa. Deuxième aspect, Christian. Laurent Sokoko, un panafricaniste africain, angolais, a révélé qu'en 2017, il a été reçu avec Denis Christel Sassou Nguesso par le président Eduardo dos Santos. Et ça, le PCT n'en parle pas pourquoi. Mais parce que Laurent Sokoko, et les vidéos existent, a déclaré qu'au cours de cet entretien, Denis Christel Sassou Nguesso a déclaré que son père ne travaille pas bien. Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, ils l'ont même proposé comme président de la commission d'investiture de leur congrès. Il a déclaré, et les vidéos c'est pas Mirassa, c'est Laurent Sokoko. Son père ne travaille pas bien. Les Congolais ne l'aiment pas. Il ne faut pas se fier à l'image qu'il essaie de donner à l'extérieur, mais en réalité, le pays, ça ne va pas. Mais nous tenons absolument à conserver le pouvoir. Et pour ça, je demande votre soutien pour renverser mon père et prendre le pouvoir. Moi, quand je parlais Denis Christel, le fils du président Sassou Nguesso, quand il voulait faire le coup d'État à son père. Mais aujourd'hui, on doit démontrer quand même quelques preuves pour que les gens sachent que les choses que nous avons en train de mobiliser le peuple, c'est sérieux. Le monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de coopération internationale du Congo-Brazzaville, pour rencontrer le président dos Santos, pour faire une alliance, pour demander l'aide, pour faire coup d'état militaire au Congo-Brazzaville, pour renverser son père, Denis Sassou Nguesso. Quand il était arrivé ici, c'est moi qui ai sollicité l'audience auprès du président dos Santos. Le président dos Santos, il a accepté de rencontrer le fils de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, le président a mobilisé les grands dignitaires du pays, 4, les top grands dignitaires du pays, 4, de rencontrer le Denis Christel. Après l'entretien, il passe chez lui pour le saluer. Pour aller dans cette rencontre-là, Denis Christel, il était avec les délégations du Congolais, mais il a décidé quand même, moi-même seul, avec lui et son garde du corps, un monsieur jeune là, un peu très clair. Nous trois, on est montés dans le bord d'un jeep patron noir. On est arrivé dans le lieu des rendez-vous. Moi et Christel, on a rentré dans les rendez-vous, dans les réunions. Christel a commencé à parler. Maintenant, il y a un appareil de sécurité. Le président de Santos, il est en train de suivre ça en direct. Denis Christel, il a tout dit que moi, je suis venu ici pour rencontrer le président dans votre bénédiction, les bénédictions du président Eduardo, pour que je renverse le président parce qu'il ne fait rien au Congo. Moi, je voulais être président de la République du Congo. Ah bon? Oui, je voulais votre appui. Comme vous avez fait à mon père à l'époque, que aussi chez moi aussi. Les autorités, ils sont en train d'écrire
Tout le monde, il était là-bas, chacun prend un petit bout de papier, ils ont commencé à écrire. Maintenant, on a quitté les lieux des réunions. On a quitté là-bas, on a parti directement dans un villa en cachette pour qu'on voit directement le président Dos Santos. Dans le villa là, on était en deux. Moi et Denis Christer. Dos Santos a posé une question. Il a demandé si c'est vrai, le petit, il est le fils de Sassou Nguesso. C'est moi qui a confirmé, j'ai dit oui, c'est son fils. Tu peux me garantir qu'il est fils de Denis Sassou Nguesso? Moi j'ai dit oui, il est fils de Denis Sassou Nguesso. Il a dit écoute, moi je connais Denis. Denis c'est mon frère. Moi je ne peux pas accepter de mettre le sang de Denis dans ma main. Je ne peux pas. C'est un frère à moi. Je ne peux pas faire coup contre lui. Il m'a donné moi une mission. Il a dit, comme c'est toi qui as mené le fils de Denis ici chez moi, toi tu partes à Brazzaville, voir le président Denis mon frère, parler tout que vous parlez dans les réunions là, parler chez le président Denis, et puis amène-moi le rapport, la réaction du président Denis. Et moi je suis arrivé à Brazzaville. Quand je suis arrivé à Brazzaville, j'ai dit bon, moi je ne peux pas aller annoncer le président comme ça, il faut que je parle avec Denis Christer. Mais avant que Denis Christer quitte l'Angola, il m'a dit, moi je parte à Brazzaville, je crois que je fais seulement 2 jours, je monte directement au Rwanda pour renforcer aussi les positions du Rwanda. Toi ici, renforce les positions de l'Angola pour qu'on fasse directement les trucs rapidement. Quand je suis arrivé à Brazzaville, je dis bon, écoute, avant que je voie le président pour parler le message que les autorités qui m'ont envoyé, il faut que je voie les Christer pour l'avertir. Et je suis arrivé dans son bureau. Il a raconté son assistante, Madame Carla Farouza, de nationalité française, marche avec les passeports ordinaires numéro 11 CI 29 759. Le passeport congolais ou bien le passeport français? Passeport congolais. Passeport congolais. Très bien. Mais c'est une nationalité française. C'est un agent de sécurité français. C'est l'agent de sécurité française détaché auprès de Denis Christer Sassou Nguesso. Je répète encore le numéro de passeport. Passeport ordinaire numéro 11 CI 29 759. Carla Farouza. Bon, je suis arrivé là-bas, elle m'a accueilli parce que j'étais avec elle à Luanda. Elle m'a accueilli. Ah, monsieur le DG, comment ça va? Moi, je dis, ça va bien. On a parlé tout ça. Je dis, bon, je voulais voir le monsieur Denis Christer, j'ai un message confidentiel pour parler avec lui. Bon, ça va. Elle a appelé Christer. Christer a dit, j'arrive au bureau dans 5 heures. Bon, moi je profitais de rester là-bas, on a parlé avec la dame, on a parlé pendant 5 heures ou 6 heures, Denis Christer est arrivé dans son bureau. Bon, tu vois les bureaux d'assistants et les bureaux de Denis Christer, au milieu là, il y a une porte là. L'assistant, il a ouvert la porte. À Brazzaville, dans son bureau de CNPC, à côté là. Bon,
elle est sortie dans son bureau pour dire à Denis Christelle que bon, le monsieur là, le DG, il est là, il voulait qu'il a un message confidentiel, tout ça. Il a dit, mais j'ai vu dans mon écran ici, dans mon caméra ici, tu as parlé avec lui pendant 5 heures, et toi tu m'as trahi. Hein? Vous parlez quoi avec lui? Il commence à fâcher contre dame. Oh, je ne les reçois pas, tout ça. Bon, la dame est sortie, elle m'a dit que bon, écoute, elle a dit qu'il ne voulait pas te recevoir. Moi, j'ai dit, bon, ça va, il n'y a pas de problème, je suis parti. Et 2 jours après, je suis allé pour changer et payer l'argent à l'hôtel olympique. À côté, là, il y a une maison d'échange. J'ai vu son jeep avec son garde du corps. J'ai demandé à garde du corps, le président, il est là? Il a dit oui, il est avec des gens là-bas à l'hôtel. Moi, j'ai dit ok, ça va. Moi, je suis rentré dans le bureau d'échange, j'ai changé un peu de monnaie. Quand j'ai entré de sortir, lui, il sort aussi. J'ai dit, oh, président, comment ça va? Il a dit, ça va bien. Bon, on s'est salué. Moi, je suis sorti parce que j'avais habité en face de l'hôtel olympique à l'époque. Il prend son jeep, il est parti. Moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? 4 jours après, moi, j'ai vu le président, Sassou Nguesso. Bon, je ne voulais pas parler au président parce que j'ai trouvé ça c'est l'insécurité, c'est son fils aussi. Je suis rentré ici en Angola, j'ai rencontré le président, m'a demandé, est-ce que tu as vu le président? Moi, je dis oui, j'ai vu le président, mais je vais un peu avec sous réserve pour parler avec le président des trucs là. Il a dit, mais moi je doute fort que c'est le fils de Denis. Moi je doute fort. Comment s'il est fils de Denis, il vient chez moi pour que moi je complète avec son père pour l'assassiner? Est-ce que c'est normal? Moi je dis c'est pas normal. Donc une déclaration qui fait apparaître clairement qu'il y avait un projet d'assassinat du chef de l'État par un membre du bureau politique du Parti congolais du travail, de surcroît, fils du président de la République. Et cette affaire peut faire penser à quoi? Mais à la vidéo qu'on a sortie le 16 février 2016 au soir pour mettre Moukoko en difficulté et l'emprisonner. Alors que les amis du PCT me disent, le sang est de quel côté? Et pourquoi cette affaire n'est pas poursuivie? Parce qu'il s'agissait de perturber la paix, de créer le trouble dans le pays. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais lorsqu'il y a eu le procès de Dabira, sous prétexte qu'il cherchait un missile ou quoi pour porter atteinte à l'avion du président, Dabira n'a pas été condamné. Mais dans ce cas-là, les membres du PCT qui font les meetings ou les réunions à Mongali, ils peuvent expliquer aux Congolais pourquoi Denis Christelle Sassou Nguesso circule librement, il fait ce qu'il veut, alors que les Congolais savent. Pourquoi? Il y a deux types de citoyens au Congo. Il y a des citoyens qui peuvent se permettre de tout, crime de sang, crime économique et financier. Et d'autres, et le PCT là, non, Clément Mirassa veut déterrer la hache de guerre. Mais c'est ça la hache de guerre. La suite du texte, bien sûr, de l'article, qui dit « Notons que ce citoyen est président d'un parti politique qui n'est que l'ombre de lui-même et qui n'a jamais réussi à faire élire un seul de ses membres, y compris lui-même. Autrement dit, comment peut-il se permettre d'inciter les jeunes à user de la violence afin de déstabiliser les institutions de la République et lui permettre d'accéder in-line au pouvoir par la force, comme s'il en a même le moindre potentiel alors qu'il n'a jamais été élu par la population de son propre quartier. » Bon, après, ici, qu'est-ce que je semble comprendre? Une façon de vous réduire à néant et voilà. Non, Christian, oui. La réponse est simple. Dans sa position actuelle, Mirassa ne peut pas être élu, puisqu'au Congo, les résultats des élections sont connus. Les gens sont nommés, ils ne sont pas élus. Ils sont nommés. Il
et à partir des positions politiques du PCT, si nous n'allons pas à une vision de changement de rupture, même il y aura ça où les gens qui se battent comme lui ne seront jamais élus. Il y a d'ailleurs, si tu peux, je ne sais pas si on peut retrouver la vidéo, mais il y a un homme politique qui semble-t-il a participé à toutes ces concertations, tout ça, mais qui avait fait une déclaration pour dire qu'il faut que le pouvoir arrête de nommer les députés. Mais c'est pas connu, ça. Mais c'est connu. Non, mais pourquoi ils veulent absolument être là? Donc voilà, maintenant... C'est connu de tous les Congolais, Clément Mirassa. Oui, je vais vous laisser parler tout à l'heure, mais moi j'ai semblé comprendre, comme qui dirait... dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es, parce que lorsque je lis ce passage, je vais me le repermettre encore, c'est très intéressant. Notons que ce citoyen est président d'un parti politique qui n'est que l'ombre de lui-même et qui n'a jamais réussi à se faire élire un seul de ses membres, y compris lui-même. Et donc la seconde partie du texte qui dit « autrement dit », c'est là où ça devient très intéressant. Comment peut-il se permettre d'inciter les jeunes à user de la violence? Après, vous allez nous expliquer si vous avez déjà fait une déclaration comme ça, incitant les jeunes à la violence afin de déstabiliser les institutions de la République et lui permettre d'accéder inline au pouvoir par la force, comme s'il en a même le moindre potentiel alors qu'il n'a jamais été élu par la population de son propre quartier. Ici, ça me rappelle finalement le PCT, bon voilà, le Parti congolais du travail. Tout le monde sait qu'après avoir manqué toutes les élections, après la conférence nationale, était obligé de faire un coup d'État militaire pour accéder au pouvoir. Et c'est ça qu'ils veulent vous accuser aussi, que vous voulez faire peut-être. Mais cette accusation ne marchera pas, Christian. Et je dis aux amis du PCT, mais sous l'Issouba, ils sont revenus au pouvoir par un coup d'État. Mais ils avaient les cobras. Mais c'est une violation de la Constitution. La Constitution n'autorisait pas qu'un parti ou quoi puisse avoir des milices. Donc, vous voyez bien qu'ils sont de façon permanente dans la violation. Ils disent que le parti est l'ombre de lui-même et après ils sont inquiets que j'arrive à mobiliser les jeunes. Non, ce parti est peut-être l'ombre de lui-même, Christian. Mais je vais dire une chose, et le président Sassou le sait. Dans sa vie politique, il n'a pas connu une séquence de près de 2 ans où le Parti congolais du travail a été mis à nu, comme nous l'avons fait. Avec d'autres, bien sûr. Et nous, on l'a fait grâce à Grand Angle, grâce à Droit de savoir et grâce à un certain nombre d'autres émissions. Et dans la suite de ce que je vais développer, je vais rebondir là-dessus. La question, avant que vous ne développez la suite de votre idée, c'est que je me pose la question, pourquoi est-ce que le Parti congolais du travail s'acharne désormais sur vous? Parce que dernièrement, on vous posait la question sur ce même plateau, si vous seriez candidat à l'élection 2026, est-ce pour n'avoir pas souscrit à cette option, c'est-à-dire annoncer votre candidature, que cela les a gênés ou les énerve désormais? Voilà pourquoi ils parlent d'incitation des jeunes à user de la violence afin que vous accédiez au pouvoir. Peut-être qu'ils attendaient que vous annonciez votre candidature et cela leur faciliterait évidemment de faire passer la pilule, donc un nouveau passage en force en 2026. Non, ce n'est pas ça le problème, Christian. Ce qui les dérange et qui les gêne, c'est que depuis 2020, Clément Mirassa a mis à nu le fait que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, qu'il devait être sanctionné et il devait être suspendu. Ce qui les gêne, c'est le fait que Clément Mirassa, sans être juriste, a donné la démonstration claire que Denis Sassou Nguesso, du point de vue du droit, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2026. Et ce qui les gêne, c'est lorsque Clément Mirassa répète que Denis Sassou Nguesso, le président de la République, ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et que le Parti congolais du travail ne peut pas préparer une élection libre, démocratique, transparente. Et il y a un autre fait qui les gêne, parce que ça, c'est du lourd, Christian. Lorsqu'après tout ce constat, vous arrivez à la conclusion que Denis Sassou Nguesso a violé la Constitution du 20 janvier 2002, qu'il a violé la Constitution du 25 octobre 2015, et en conclusion, quand vous rassemblez tout ça, vous arrivez à quelle conclusion?
Denis Sassou Nguesso a violé le serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple de respecter et de faire respecter la Constitution, d'une part, et d'autre part, de garantir la paix et la justice à tous. Tous ces faits ont été cachés pendant de nombreuses années, mais maintenant ils sont mis à nu. Mais vous voyez, depuis que j'en parle, Christian, je me tourne vers les téléspectateurs, mais posez-vous la question, pourquoi le PCT ne réagit pas? Même dans ce que nous avons fait à la conférence de presse, je ne me suis pas seulement agenouillé, mais j'ai abordé ces aspects pendant la conférence de presse. Pourquoi ils n'abordent pas ça? Pourquoi ils n'expliquent pas à leurs militants pourquoi le PCT n'est pas en conformité avec la loi? Pourquoi ils n'expliquent pas à leurs militants les faits réels qui tombent sur le président Sassou et qu'il faut apparaître clairement qu'il n'a jamais respecté les lois et règlements de la République? Les choses sont claires. Les choses sont claires, Clément Birassa. Est-ce que vous serez partant pour un débat contradictoire avec le Parti congolais du travail sur les plateaux de médias? Débat en direct. Ils peuvent choisir les médias parce qu'après, si on dit c'est R7, ils vont dire oui parce qu'ils passent là-bas. Non, débat. J'ai déjà dit débat en direct. Débat en direct. Débat en direct, oui, bien entendu. Débat en direct. Mais avec, pas comme maintenant, le secrétaire général du PCT. C'est ça que je précise. Voilà, je crois que l'invitation est déjà lancée. S'ils ont le courage, bien sûr, de débattre en direct, pourquoi pas, un débat avec le Parti congolais du travail. Je peux poursuivre au troisième point, Christian. Je vous en prie. Après avoir parlé du complot international, le troisième point, c'est quoi? Mais le PCT est l'illustration de la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Christian, mais prenons l'exemple des 14 000 milliards. C'est le président lui-même qui avait dit que l'argent allait être déposé dans un compte de stabilisation, que chaque année, on allait faire l'audit. Mais où est l'audit? Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 19 ans. C'est le président de la République qui, le 28 novembre 2024, a déclaré que pour les bourses, les services exigeaient 9 milliards alors qu'il n'en fallait que 3 milliards. Donc, il s'est posé la question du différentiel de 6 milliards qui se dissipait sans jamais laisser de traces. Mais logiquement, qu'est-ce qu'il devait avoir? Mais il devait avoir des poursuites judiciaires. Les Congolais savent qu'il y a eu l'affaire de Silver Armel Dongo Zidane. Et ils peuvent expliquer aux Congolais comment c'est le jour où le mandat d'arrêt international a été émis que Zidane est sorti du pays. Mais même si Zidane est sorti, mais Moya, Stéphanie Gétré est là, pourquoi ce dossier, on ne le poursuit plus? Après toutes les informations que les Congolais ont eues, comme quoi ce compatriote avait 85 immeubles à l'intérieur du pays, 603 appartements, je ne sais pas si c'est fondé ou quoi. Pourquoi? Comment il a pu sortir du pays? Non, mais dans ce même tableau, il faut ajouter les 5 500 milliards planqués dans les paradis fiscaux par 6 dignitaires du pouvoir de Brazzaville. Tout le monde le sait. Les 160 milliards volés au ministère de la Santé. Vous avez encore 25 milliards qui ont été détournés sur la ligne de dépenses du Covid, alors que c'était la pandémie. Et même pendant la pandémie, on continue à voler, tout le monde sait. Il y a beaucoup de chapitres comme ça, les biens mal acquis, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais il y a aussi le fils de Maxime Gandjon, qui a planqué 1000 milliards dans une banque suisse, donc confisqué par cette banque suisse. C'est quand même terrible, non, dans ce pays-là. 1000 milliards dans le compte d'un jeune, de l'enfant de Maxime Gandjon. Mais là, la question, Christian, pose-toi la question. Pendant que les Congolais souffraient, on va y venir. Pourquoi le PCT n'aborde pas ces questions? Parce qu'ils ont fait beaucoup de déclarations. À un moment donné, Mvouba, au niveau de l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale, a annoncé qu'on allait lancer la guerre aux délinquants économiques. Elle s'est arrêtée où la guerre aux délinquants économiques? Après, la majorité présidentielle a déclaré qu'il ne protégeait pas les coupables. Après, un éminent cadre du PCT a dit que s'il y a quelqu'un du PCT qui est dans les crimes et scandales économiques, le PCT va lui-même dénoncer. Pourquoi il n'y a pas de dénonciation? Parce que dans ce que tu dis sur les 5 500 milliards, mais il faut noter qu'il y a un Congolais qui a plus de 2000 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Il peut justifier ça?
Et le PCT ne s'en occupe pas, pourquoi? Et ils veulent rester au pouvoir, pourquoi? Pourquoi Bruno et toi déclaré tant qu'on n'a pas fini de développer? Je ne sais pas si c'est tant qu'on n'a pas fini Donc on de n'a pas fini développer de le pays. voler. On ne quittera pas, on ne quittera pas le pouvoir. Je crois que c'est tant qu'on n'a pas réduit les Congolais à la misère totale, on ne quittera pas le pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, Christian, voilà un certain nombre. Le FIGA, l'Amir Ndele, quand il était président de la commission de lutte contre la corruption, il a été transmis à la justice beaucoup de dossiers sur les membres du gouvernement, tout ça. Pourquoi ça n'a jamais bougé? Pourquoi ça n'a jamais bougé? C'est toujours l'article. Dans l'autre séquence, la déclaration salue les efforts consentis par le président de la République et le gouvernement en faveur du pays. En effet, les participants donc du Parti congolais du travail ont salué les efforts déployés par le gouvernement de la République sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, pour sortir le pays de la crise actuelle découlant des causes endogènes et exogènes. Alors moi, ma question, qui finalement a conduit le pays à la ruine? Et peut-on vraiment trouver des solutions avec ceux qui ont créé des problèmes? Le PCT et Denis Sassou Nguesso ont conduit le pays à la ruine. La mauvaise gouvernance, la gestion clanique, les problèmes de la dette. Tu connais le bradage des ressources naturelles, le gage, c'est tout ça. Mais aujourd'hui, Christian, prends rien que le dossier des accords avec le Rwanda. Tu constates que tout est mis à nu, surtout après la déclaration de Thierry Lézin Mungala lors de la quinzaine du gouvernement de juin. Vous voyez bien que toujours le Congo a un langage et de l'autre côté, le Rwanda a un langage. Et la question qu'on se pose, qui des deux ment? Mais visiblement, moi, je suis convaincu que c'est le Congo qui ment et que dans cette situation, le Rwanda apparaît toujours comme étant dans une situation de rapport de force par rapport au Congo. Donc, c'est véritablement dommage. Oui, mais moi, je me pose quand même une question. Peut-on vraiment saluer la gouvernance ou la gestion d'un pays lorsqu'on la conduit au niveau où est le Congo aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'eau potable, pas d'électricité, les hôpitaux sont fermés. On va y venir, Christian. La conférence nationale s'est penchée sur la question de la dette. Il est arrivé à la conclusion que la dette constituait un véritable obstacle pour le développement de ce pays. Les efforts ont été faits. Je ne nie pas les efforts qui ont été faits par Denis Sassou Nguesso. Nous avons pu atteindre le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres et très endettés. Encore que nous n'étions pas, nous ne sommes pas pauvres. Le Congo n'était pas conforme. Ils ont triché par des montages financiers frauduleux. Etc. Et je te dis déjà que notre dette était descendue au niveau de 1565 milliards de francs CFA autour de 20 à 25% du produit intérieur. Mais Christian, que Denis Sassou Nguesso nous explique, ils disent qu'il y a eu des infrastructures, j'entends Colline, mais c'est faux, puisque dans le même temps, les budgets dégageaient des excédents. Et figure-toi, Christian, et c'est même très grave, que quand tu prends le ratio qui intéresse la dette, c'est-à-dire dette sur PIB doit être inférieure ou égale à 70% dans le cadre de notre appartenance à la CEMAC. Mais depuis plus de 20 ans, nous ne sommes pas conformes à ça. Depuis de nombreuses années, nous ne sommes pas conformes à ça. Déjà en 2017, nous avons menti. On avait caché une partie de la dette. Et c'est une... Donc, Christian, je crois que ces choses-là, aujourd'hui, le bilan est fait par les Congolais. Et j'ai suivi d'ailleurs Romique de Marc de Bazar se plaindre de ce que aujourd'hui, quand vous allez chercher le carburant dans une station, avant qu'on ne vous serve, il faut que vous donnez 2500 au serveur. Et il dit que le pays est complètement foutu. Mais c'est le PCT et sa gouvernance qui l'ont amené à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'ils s'agrippent, parce qu'ils estiment que si les choses changent un jour, alors chacun d'eux aura des comptes à rendre. Mais ça, ce n'est pas à moi d'en décider. Oui, là, vous parlez du carburant à la pompe. On nous a aussi informé qu'au niveau de Pointe-Noire,
comment ils appellent ça, les droits de conservation des corps dans les morgues viennent d'augmenter de 5 000 à 7 000, je crois 500 francs, comme ça. Et je disais à celui qui m'informait, il dit, mais attends, on ne comprend pas. Plus il y a la crise, parce qu'on sait qu'au Congo, c'est plus de 70% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Pas d'eau, pas d'électricité, je l'ai dit tout à l'heure. Les salaires ne sont pas payés. On reviendra là-dessus, sur les hôpitaux qui ont fermé, qui ont chassé les malades. Et c'est dans ce contexte-là qu'on augmente encore les prix de conservation des corps dans les morgues, lorsqu'on sait que les Congolais sont devenus très, très pauvres. Et c'est là que j'emboîte. Je reviens sur ce chapitre où je parlais de la gouvernance, parce que c'est le PCT qui le dit, qui salue donc les efforts consentis par le président de la République et le gouvernement en faveur du pays. Et je posais la question de savoir, mais de quel effort on parle ici lorsque le pays manque d'eau, manque d'électricité, les routes sont délabrées, des immondices un peu partout dans la ville, les salaires ne sont pas payés, les hôpitaux ferment jusqu'à chasser les malades. C'est un crime en fait. Un crime en bande organisée. C'est ça la vérité. À Pointe-Noire, les hôpitaux sont fermés. Et on a vu le ministre, je ne sais pas si c'est le ministre de la Santé, qui est allé tenter un peu d'intimider pour demander à ses agents de reprendre le service. Mais après, il y a un autre aspect de problème qu'il faut voir. Ces agents peuvent reprendre le service. C'est tout normal. Parce qu'ils ont prêté serment, comme ils disent, le serment d'Hippocrate. Ils peuvent reprendre le travail. Mais dans les conditions où ils ne sont pas payés, ils accumulent aujourd'hui des vingtaines de mois ou des dizaines de mois d'arriérés de salaire. Je me pose la question de savoir dans quel état se trouvent-ils lorsqu'ils sont devant les malades. Si ce n'est pas là un crime organisé, parce que lorsque vous mettez les agents, le personnel de santé dans cet état, dans ces conditions, mais c'est pour évidemment provoquer un taux de mortalité exponentielle. Et c'est ce qu'on est en train de vivre au Congo-Brazzaville. Et on dit, voilà, le PCT salue cet effort-là. Quand on a conduit le pays au point même de l'inscrire sur la liste noire des pays terroristes. J'ai l'impression que le PCT a un problème. Apparemment, ils ne vivent pas dans le même pays que les Congolais. Mais Christian, mais les efforts, c'est quoi? Mais c'est l'enrichissement d'une petite minorité de la population congolaise. C'est l'enrichissement du clan familial. C'est l'enrichissement. Mais tout le monde le sait, Christian. Est-ce que on peut se retrouver dans un pays avec ce que tu viens de décrire et laisser les voleurs, les responsables des scandaleux crimes économiques libres sans rechercher à récupérer cet argent pour régler les problèmes des populations? Et on rejoint ce que le président de Donald Trump a dit. Une fois élu, mais on maltraite les populations. Ce qui importe, c'est sa famille, ce qui importe. Et après, on vient faire des discours qu'on est pour la paix. Mais pourquoi on ne veut pas quitter le pouvoir? Pourquoi on ne veut pas quitter le pouvoir? Mais parce qu'on n'a pas la conscience tranquille, Christian. Parce que dans cette affaire, il y a une question de morale, il y a une question d'éthique, il y a une question de dignité. Et je vais te dire, parce que c'est le point suivant que j'allais aborder. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et je vais être clair pour ce qui concerne le président de la République. Le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine. Contrairement à ce que Thierry Mungale est parti raconter à Paris, que c'est les déclarations. Depuis que j'ai introduit le recours à la Cour constitutionnelle, où on m'a donné raison et où on a demandé que la loi soit amendée, la loi a été amendée, il n'y a plus de déclaration de patrimoine. À l'issue du dernier remaniement de janvier 2025 qui a été fait, plus aucun ministre, même le nouveau ministre des Finances, je ne sais pas si Mabundu est nouveau ou quoi, ils n'ont pas fait de déclaration de patrimoine. Donc, ils sont en fait dans le déni de la vérité. Et ils profitent des tribunes parce que leur problème, c'est dire que Sassou sera réélu. Mais le problème, c'est eux que ça intéresse. Les Congolais disent, nous ne voulons plus que Sassou soit réélu.
parce que nous souffrons trop. Et tant qu'il sera là, nous serons dans la misère et dans la souffrance. Et eux, ils veulent monter un système d'organisation d'élection pour dire qu'il a été reconduit, que les Congolais l'aiment. Mais son propre fils a dit qu'il ne travaille pas bien, que les Congolais ne l'aiment pas. Denis Christel Sassou Nguesso. Prenez les vidéos, etc. Donc, Christian, et sur ce point, je dis, le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine. Il a violé la Constitution du 20 janvier 2002. Il a violé la Constitution du 25 octobre 2015. Constitution montée par, surtout sur ses mesures à lui. Donc, il n'arrive pas à respecter. Et ensuite, tout le monde sait, prenez la lignée 2 de l'article 80 de la Constitution. Le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et lui, il est président du Parti congolais du travail. Et enfin, la conclusion, rien qu'en prenant ces aspects, il a violé l'article 50 qui dit que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République, etc. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il ne fait pas respecter et il ne respecte pas et il ne fait pas respecter la Constitution. Ensuite, il ne garantit pas la paix. La preuve, là, c'est là, il ne garantit pas la paix et la justice à tous. Mais quand de poser la question aux juristes, Christian, lorsqu'un président de la République, dans un pays qui se dit soi-disant démocratique, a violé le serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple, poser la question aux juristes congolais, qu'est-ce que ça signifie en réalité? Et quand vous voulez dire qu'il doit être candidat, parce que c'est Thierry Mongala dit que c'est l'homme de quelle stabilité il parle? Vous faites souffrir les retraités, vous faites souffrir tout le monde, vous volez l'argent, et puis vous voulez dire que c'est la stabilité. De quelle stabilité parle-t-il? Économique, financière, politique ou quoi? Donc, à mon avis, nous sommes dans... Et Christian, avant de terminer sur cette affaire de texte, parce que j'ai encore un dernier point à développer, même si tu as déjà évoqué quelques aspects. Quand on fait la synthèse, le président du Sénat n'est pas en conformité avec la loi. C'est même lui qui a présidé le congrès du PCT de décembre 2019 et qui a clamé à haute et intelligible voix que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, violant ainsi la Constitution. Donc, je dis de façon claire qu'au Congo, le président du Sénat fait partie de ceux qui violent. Et je l'ai entendu au cours de la dernière séance de questions orales au gouvernement dire que le Parlement vote la loi et il veille à son exécution et à son application. Mais pourquoi là, il n'a pas veillé? Le président, l'honorable président de l'Assemblée viole est dans cette même situation. Le Premier ministre est dans cette situation. Le ministre de l'Intérieur est dans cette situation. Le ministre de la... Et si vous continuez, mais vous faites le point. On est dans quelle situation, Christian? Et après, et je te rappelle ce que le président a déclaré lui-même quand il était à l'opposition. J'insiste pour dire que jamais, jamais, je n'accepterai que la Constitution ne soit violée. Et que lorsque la Constitution est violée, les démocrates... Mais qu'on applique ça maintenant à la situation qu'ils vivent. Et les frères et les amis du PCT, mais ils doivent pouvoir être capables d'appliquer ça. Oui, mais quand on viole la Constitution, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Le PCT est en train de violer la Constitution. Les démocrates que vous êtes, ne l'acceptez pas. Voilà. C'est le message qu'on peut retenir. Donc, à vous, les démocrates, de ne pas accepter cette violation de la Constitution. Et quand vous vous insurgez contre ceux qui violent la Constitution, ben voilà, vous êtes l'objet des menaces. Curieusement, c'est ce qu'on ne comprend plus. C'est un paradoxe. Ce sont les mêmes qui font des leçons de morale aux autres. Et quand on veut appliquer ces leçons-là, c'est les mêmes qui s'agitent. Alors, il y a également... Pardon, vous disiez? Il nous aide pour des donneurs de leçons. Mais je recommande aux militants et aux responsables du PCT de relire le projet de société, je crois, c'est la Nouvelle Espérance. Comment ils ont qualifié la gestion du président Lissouba de chaotique, de catastrophique, etc. Mais qu'ils aient le courage d'apprécier leur gestion maintenant. Parce que les Congolais... Donc, il ne faut pas qu'ils prennent les Congolais
pour des gens qui doivent suivre tout ce qu'ils veulent. Et Christian, j'ai appris, bon, ça circule dans l'opinion, qu'ils sont en train de s'organiser pour savoir qui retenir pour aller à un dialogue, certainement pour faire que Sassour soit le candidat, en prenant le soin et en trouvant les prétextes pour l'éliminer. Mais nous allons voir dans cette occasion et nous sensibilisons, nous exhortons le président Sassour à veiller sur ça, parce que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et il y a plusieurs autres partis de la majorité présidentielle qui, notamment sur l'aspect de l'obligation de déclaration de patrimoine, ne sont pas en conformité avec la loi. Et j'espère qu'ils vont intégrer tout ça pour que les choses soient claires. Mais il y aura toujours des voix pour dénoncer ce qu'ils veulent faire, puisque nous en sommes déjà informés. Nous allons suivre et nous verrons ce qui pourra. Comment on pourra suivre cet aspect. Le dernier aspect ou le dernier volet de votre commentaire, vous allez le faire tout à l'heure, mais j'ai d'abord une question à vous poser sur les hôpitaux. Il faut qu'on parle d'abord des hôpitaux, ça c'est capital. Mais avant, il faut aussi relever, et ça, on ne l'a jamais assez dit, c'est que Denis Sassou Nguesso est complice des crimes au Congo-Brazzaville, les crimes financiers, les crimes de toute nature, puisqu'il connaît les voleurs, il connaît tout le monde, tous ceux qui volent devant, et il vient même déclarer, vous l'avez rappelé tout à l'heure, voilà, 6 milliards sont volés sur la ligne budgétaire des bourses des étudiants. Il rappelait à la même occasion qu'il y avait des budgets au niveau des, comment il appelle ces services de transfert, c'est ça, où on émettait des budgets qui étaient 3 fois supérieurs aux besoins. Ça, il le sait. On vole l'argent devant lui, les 14 000 milliards, il sait que ça a été volé. Peut-être que c'est lui-même aussi qui a volé, qui sait. Il fait rien. 160 milliards, je l'ai rappelé tout à l'heure, au ministère de la Santé, il ne fait rien. On vole au FIGA, il ne fait rien. On vole à la CNCS, il ne fait rien. Et il connaît tout ce monde-là. Tous ceux qui volent, il les connaît. Lui-même, il le disait d'ailleurs. Et on a souvent balancé, évidemment, cet extrait-là. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Le fait de savoir ou de connaître des voleurs, les auteurs de crimes financiers, sans les dénoncer, sans les punir, fait de lui un complice de crime. Et c'est, je crois, l'article 62 du Code de procédure pénale au Congo-Brazzaville. Les juristes peuvent aller regarder et nous en dire un peu plus. Donc, quand vous avez un monsieur comme ça, un chef d'État, qui laisse faire, qui sait qu'on vole et ne dit rien, ça aussi, c'est vraiment un danger. Je reviens donc sur l'état de nos hôpitaux. Bon, voilà, on nous a sortis parce que l'hôpital à Cissé, disons, tous les hôpitaux sont en grève. On nous a sortis avec le grand février. On est obligé de repartir à la maison. L'hôpital à Cissé est en grève. Tous les malades sont sortis. Les malades sont sortis. Voilà, c'est vide. 3 hôpitaux généraux de la capitale économique congolaise sont actuellement affectés par une grève du personnel soignant. En toile de fond, des salaires impayés depuis 3 mois. Une situation qui met à l'épreuve le fonctionnement du service public de santé. On est en assemblée générale et cette assemblée générale a produit une déclaration des travailleurs de ces 3 structures, l'hôpital général de Luandjili, l'hôpital général de Ngoyo et l'hôpital général Aldo Cissé. Sur cette déclaration, les travailleurs de ces structures ont donné un délai au gouvernement de 7 jours pour qu'on paye le mois d'avril et mai. Madame la directrice a sollicité à ce que nous puissions avoir le service minimum. Donc c'est ce qu'on a dit. On est dans l'incapacité de prendre des décisions pour permettre de mettre le service minimum à l'hôpital général de Luandjili. La grève déclenchée par une partie du personnel médical et paramédical a des conséquences immédiates. Ralentissement des services, perturbation des soins et dans certains cas, évacuation des patients à l'hôpital Adolphe à Cissé. Des témoignages font état des malades renvoyés chez eux, faute de personnel disponible. Bien que les urgences aient tenté de rester opérationnelles, la pression est forte et les équipes sur place
peinent à maintenir un service minimum. Invité sur le plateau de TV5 Monde, Thierry Mungala, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a reconnu l'existence de la grève. Hospitalisés ont été obligés de quitter l'hôpital. Aujourd'hui, il n'y a donc plus d'hôpital fonctionnel, d'hôpital public fonctionnel dans la capitale économique. Comment sortir de l'impasse ? Bon, c'est un mouvement social. Vous savez comment se passent les mouvements sociaux. Il y a toujours une frange un peu maximaliste qui prend des mesures qui consistent à mettre la pression sur les pouvoirs publics. Je crois que les choses se mettront en place. Nous avons l'habitude, le ministère du Travail a l'habitude de gérer ce type de conflit et je crois que les choses se mettront en place. Bon, vous avez suivi Thierry Mungala, il a dit ils ont l'habitude de gérer ces situations-là, comme pour dire c'est normal. Pour lui, c'est normal. Ce qui se passe au Congo, ils sauront comment gérer ça, mais comment gérer quand Thierry dit il gère d'habitude ces situations, c'est pour dire qu'ils vont passer par soit la corruption, soit par la force, la répression. Parce que j'ai suivi un reportage, mais lorsque je ne sais pas si c'est un syndicaliste, rien qu'à l'entendre, à voir sa mine, il parlait avec peur. À côté, je crois, devait être le ministre et ceux qui l'entouraient. On sentait que le monsieur disait des choses, mais à contre-cœur et parce qu'il était certainement sous pression. Le ministre va encore nous rassurer que le gouvernement a viré le mois demain. Et donc, faisons comme ça. Nous, syndicalistes, ce que nous avons à faire, c'est de convoquer une autre assemblée générale pour la suspension de la grève. Nous allons prendre la note qui convoque l'assemblée générale du lundi matin, au plus tard 9 h. Nous allons inviter tous les travailleurs de ces 3 hôpitaux à assister à cette assemblée générale où ils seront informés de l'évolution de la situation de la grève que ces 3 hôpitaux ont déclenchée. Nous allons parler à nos travailleurs qui sont à l'hôpital de Luandili pour accepter la mise en place d'un service minimum. Votre commentaire sur ce qui se passe à Pointe-Noire, tous les hôpitaux sont fermés. On a renvoyé les malades chez eux. Donc, on renvoie les malades mourir chez eux. Thierry dit, ce sont des situations, ils ont l'habitude de gérer ces situations, ils vont remettre de l'ordre. Mais Christian, c'est la méchanceté des gouvernants, c'est le manque d'amour. J'ai écouté le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso répondre à un sénateur lors de la séance des questions orales, parce que le sénateur lui avait posé des questions intéressantes sur la réduction du train de vie de l'État. Et Koliné-Makosso a abordé ça sous l'angle de la réduction des salaires des fonctionnaires. Il n'a pas abordé ça sous l'angle de la réduction des salaires des ministres, des responsables des institutions financières, etc. Et j'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé ça très triste. En fait, pour eux, ils peuvent gagner ce qu'ils gagnent. Ils ont droit à ça. Les autres Congolais peuvent mourir. Et je vous ai dit que le SMIC est à 70 400 francs. Quand vous divisez par 30, ça fait à peine 2 350 francs. Qu'est-ce qu'on peut faire par jour pour manger, se nourrir? Bon, peut-être qu'on avec l'inflation, bien sûr. Peut-être qu'on peut faire le marché à 1000 francs. Peut-être qu'on peut se déplacer. Mais il y a des demi-terrains, je ne sais pas comment ça se fait. Mais quand vous avez des gouvernants qui ne se penchent pas à ce genre de questions et qui vous répondent avec arrogance et avec indifférence, vous voulez qu'on dise quoi? Ça veut dire quoi, Christian, la question que tu poses? Mais qu'on sorte les malades, qu'ils aillent mourir chez eux, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'enrichissement illicite. Ils ont eu la chance, ils ont été placés, etc. Ben, ils peuvent s'enrichir, ils peuvent construire des villas, etc. Et le président Trump leur a posé la question. Je crois que ça doit les gêner en disant il y a combien de présidents américains, européens ou asiatiques qui viennent construire en Afrique. Et pourquoi vous venez construire chez nous? Et j'espère qu'ils vont prendre conscience de ça. Je dirais tout simplement, Christian, que dans cette affaire,
Il y a une question de méchanceté. Il y a une question de méchanceté. Et surtout, de manque d'amour, à la fois pour les Congolais et pour le Congo. Voilà ce que je peux dire. Ou peut-être la mort des Congolais leur rapporte beaucoup d'argent, il faut le dire aussi. Vous vous rappelez, c'est Christian Okemba qui disait sérieux. la morgue Il y était a une beaucoup de choses. source principale de financement de la mairie. Et donc, plus les Congolais meurent, plus ça leur apporte de l'argent. Et je vous ai dit d'entrée de jeu qu'à Pointe-Noire, comment on appelle ça, les taxes ou les frais de conservation des corps à la morgue ont augmenté. Et donc, il faut laisser les Congolais mourir comme ça, comme des mouches. Et puis, bon, voilà, ça rapporte de l'argent. C'est une activité, voilà, malheureusement, et c'est aux Congolais, comme on a toujours coutume de le dire, de prendre leurs responsabilités. Et quand on a dit ça, certainement, ça va encore fâcher le PCT qui n'aime pas entendre ce genre de choses. Alors, donc, vous nous parliez du dernier volet que vous voudriez Le dernier volet, développer. Christian, tu l'as déjà abordé. De façon synthétique, c'est la misère et la souffrance des Congolais. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Il faut sauver l'école, la santé est dans la situation qu'on connaît. Il n'y a pas de route, il y a des érosions, il y a des maisons qui disparaissent. Et tout ce qu'on vous dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et les gens qui ont volé, un Congolais peut avoir 2000 milliards, on ne se pose pas la question. C'est l'argent qu'il a gagné, certainement pour le travail qu'il a fait, quel travail, on ne sait rien, etc. Donc, il faut, à mon avis, et moi, j'interpelle les Congolais. Et quand ils ont le courage, ces Congolais, de venir dire qu'il faut que le président Sassou soit candidat, qu'il soit réélu, au niveau de la candidature, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je souhaite que ce débat ait lieu là, au moins au Sénat et à l'Assemblée, parce que ça devrait être considéré comme des contre-pouvoirs. Et j'interpelle les députés, les sénateurs, pour dire que dans beaucoup de pays, on aurait déjà amorcé une procédure de destitution du président Denis Sassou Nguesso, parce qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Vos affaires de stabilité, émergence en 2025, vous avez vu, quand il fallait changer la constitution, on avait dit qu'on allait amener le Congo à l'émergence à l'horizon 2025. On y est là 2025, l'émergence est où? Au contraire, la situation s'est davantage dégradée. Et aujourd'hui, vous avez la situation des retraités, la situation des bourses. Il y a des structures où il y a 60, 70 mois d'arriérés de salaire, etc. Non, je crois qu'il faut que ces choses-là soient clairement dites. Et moi, je dis que c'est clair. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, il faut que les Congolais comprennent pourquoi le PCT n'est pas sanctionné. Il faut que les Congolais comprennent pourquoi les membres du PCT considèrent que c'est normal que le président l'arrive. Et Thierry Mungala a utilisé un mot quand il a abordé la question de la corruption dans une de ses missions médiatiques qu'il a fait en France. Et j'ai retenu ça. Il a parlé de l'exemplarité. Qui est exemplaire au Congo dans le respect des lois et règlements de la République? Quel est le gouverneur qui est exemplaire? Je vous ai décrit la situation du président de la République. Je vous ai décrit la situation du Premier ministre. Je vous ai décrit la situation du président de l'Assemblée. Je vous ai décrit la situation. Quel est le gouverneur qui est exemplaire? Même ceux qui votent la loi ne veillent pas à son application et à son exécution. On est où? On est une république bananière. Et puis après, on dit, bon, c'est un peu... Ils ont maintenant trouvé une astuce, c'est de dire, notre démocratie est jeune. Alors, tu violes la Constitution parce que tu dis que la démocratie est jeune. Mais quand tu violes, les textes doivent s'appliquer à toi. Comment on fait? Donc voilà, Christian, le tour d'horizon. Comment on fait, voilà, Thierry Mungala, on l'a vu donc dans sa tournée médiatique, il faut le dire comme ça, alors que le pays est en crise, il a trouvé quand même l'argent pour aller se pavaner en France et puis passer... Voilà, à travers les médias qu'il a choisi. Ah, mais Christian, à ce propos, le Premier ministre a déclaré au Sénat que c'est à partir du 1er juillet qu'ils vont prendre la mesure de restriction des voyages des ministres. Tu vois bien que c'est rigolo, c'est même ridicule. Mais en fait, non, mais c'est trop ridicule. Moi, je disais donc que tout à l'heure, attends, on ne peut pas comprendre qu'un ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, prenne comme ça les frais de mission, l'argent, le contribuable congolais,
et aille s'exprimer, mais en plus, on pouvait faire venir ces équipes-là au Congo, pourquoi pas? C'est lui qui se déplace pour aller s'exprimer dans les médias étrangers. Pendant ce temps, il y a la presse congolaise qui est là. C'est les Congolais qui veulent savoir ce qui se passe et non les Français. Moi, je n'ai pas compris cet exercice de communication raté, il faut le dire comme ça. Et Comment tu n'as pas compris cet exercice? Ben, c'est la vision un peu de ce que les gouvernants congolais ont, de ce que devrait être la France-Afrique. Mais le président Macron a déjà fait un discours où il définissait une nouvelle vision des relations, enfin, je crois. En ce qui me concerne, je considère que nous devons aller vers une coopération gagnant-gagnant et où on devrait se présenter avec à l'esprit. Alors, je voudrais vous faire réagir sur cette dernière question, et ça sera évidemment la fin aussi, et votre réponse comptera pour le mot de la fin. Coliné Makosso était à Pointe-Noire, inauguré, je crois, une paroisse comme ça, catholique, hein, c'est ça. Nous sommes régis par un accord cadre avec l'Église catholique. Et ça, comme toutes les œuvres qui sont réalisées dans le pays, contribuent justement à renforcer ces liens entre les autorités congolaises et l'Église catholique. Pas que l'Église catholique, mais avec toutes les communautés. Et c'est dans la même période où les hôpitaux sont fermés. Donc, alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est toujours ce principe que nous rappelle la Bible, heureux les pauvres car ils seront riches, je ne sais pas moi, au paradis, c'est ça, ou le corps où voilà, l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans cette même ville, tous les hôpitaux sont fermés. On a chassé les malades, nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, aller mourir chez eux. Lui, ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'aller inaugurer une église, voilà, que sa patronne, Antoinette, voilà, a construit pour... Je n'ai rien contre, vous savez bien, la communauté chrétienne, catholique, mais je n'ai pas compris ce geste. Au moment où les Congolais sont chassés des hôpitaux, aller mourir chez eux, les hôpitaux sont fermés, lui, il était là, en fait, en train de célébrer voilà, l'inauguration d'une église. Christian, ta question me gêne un peu parce que je suis catholique. Le seul commentaire que je peux faire, je n'accuse pas l'Église puisque j'ai le devoir d'obéissance. Moi, je souhaite que l'Église congolaise s'éloigne de cette pratique où assez souvent il y a des soupçons de relations un peu ambiguës entre l'Église catholique et le pouvoir. Et il faut que l'Église accorde beaucoup plus d'importance à la doctrine, à leur doctrine, à sa doctrine sociale. Et que le commentaire que tu fais me touche énormément. Parce qu'il n'est pas normal qu'au moment où il y a 3 hôpitaux, donc il y a des citoyens de Pointe-Noire sont dans cette situation, et qu'il y ait de l'autre côté comme des manifestations de joie, etc., alors que ça devrait être des manifestations de tristesse. Mais vraiment, les manifestations de joie, comme je vous le dis, je ne sais pas si vous avez suivi Anatole Coliné, comment il était dans l'extase, il était mais vraiment hystérique, il était... Ben, je vais peut-être proposer juste cet extrait-là, peut-être pas tout le reportage, et vous verrez comment il a réagi, mais il était vraiment dans tous ces états, dans une ville où les gens sont en train de mourir, les hôpitaux sont fermés. Suivez. Et ça sera également la fin, on va se retrouver très prochainement. Merci.